On les invente. Donc, il y a beaucoup de beaux jours, beaucoup de soleil. Il fait un très grand soleil, j'ai oublié de le dire, à Perpignan et sur le littoral. Donc, voilà. Sachez-le quand même, on est revenu à la normale. Il fait très très beau et le week-end s'annonce très beau. Donc, comme on a des week-ends qui font aujourd'hui à peu près 7 jours pour certains, donc Ça donne encore une prière, non. 7 jours de soleil. Je te laisse dire les soleils ou les bons jours parce que je ne les vois pas moi, pour l'instant. Ouais. Bonjour de Saint-Junien du Soleil Haute-Vienne. Bonjour de l'Anjou. C'est pas grand soleil au parc naturel du Morvan. Ah, le Morvan, super. Le Land au soleil également. Il y a Canariège qui fait gris, quoi. Bonjour de Saint-Martin en Isère. Il doit faire gris, ils n'ont pas mis le hôtelier en télétravail. Un hôtelier en télétravail, un peu gris. Qui l'eût cru, un hôtelier en télétravail, hein. C'est ça, c'est on s'était tous dit un jour qu'on ferait du télétravail comme ça. Bon, peut-être que. Après, autant des fois, dans certains de nos métiers, on peut imaginer que certains puissent rester en télétravail, mais alors c'est vrai que pour l'hôtellerie, je pense qu'il doit vous tarder de revenir dans l'entreprise, dans l'hôtel et d'accueillir du monde. Nuage dans la Meuse, ah, ça c'est Jérôme. Catherine Gris à Nancy aussi. Ah, je vois, c'est Villard-de-Lans. Ouais, Michel Bouvier, Villard-de-Lans, bonjour. Saint-Rome, des collines ensoleillées, c'est super. On est ravis tous les jours de faire ce Tour de France, hein, donc Pierre Pernaut nous envie, sachez-le. Et oui, nos maisons d'hôtes sont tristes sans nos hôtes, vous avez bien raison, mais vous inquiétez pas, la joie va revenir, le plaisir va revenir de partager des moments comme ça. Le Var bleu foncé, ouais. Charleville-Mézières, ok pour le son, tout va bien. Et le bonjour de l'Ain avec un beau papillon, une belle fleur. Le soleil. C'est vrai qu'on a oublié que les pâquerettes, alors on dit les pâquerettes, hein, j'insiste, les pâquerettes fleurissent, donc on se satisfait de ces petites choses, ces petits signes qui sont tous des signes extraordinaires. Rive-Doux-Plage, l'île de Ré, l'été arrive ce week-end, on attend plus de 20 degrés et grand soleil actuellement, on n'en doute pas, le pont du Gard sous le soleil, merci Maurice, il fait froid en Normandie. Ouais, je veux dire. Bah, écoutez, c'est super, le télétravail ne peut pas être fait cet été, je richonne. Et oui, effectivement. Bon, bah, écoutez, bonjour à tous. Merci pour tous ces soleils. Les beaux jours reviendront, oui, bien sûr, en Vendée, également à Élodie qui nous dit ça depuis l'Isère. On est ravis de vous recevoir encore ce matin. Vous êtes prévus pour être un peu plus de quasiment 200 ce matin. Donc, je salue notre intervenant qui est Jean Laherrère. Et merci, bonjour Jean. Bonjour Bruno. Merci d'être parmi nous. Beaucoup de questions nous sont posées d'ores et déjà, et donc on passera aux questions-réponses tout à l'heure. Donc le thème du jour porte sur le revenu management appliqué aux hôtels, au camping, mais il y aura un focus aussi, les maisons d'hôtes sont intéressées. Il y a des choses qui s'appliquent à tous les types d'hébergeurs, Jean nous le confirmera. Comme tous les jours, quelques actualités. Donc, alors je pense que je ne suis pas sur le bon partage, je suis désolé, je vais passer sur le bon. C'était celui d'hier. Donc, à force de faire des webinaires, voilà, je pense que vous avez désormais le bon partage. Cette info, je la précisais hier, mais vous pouvez, certains m'ont dit, mais on aimerait avoir le détail. Donc, vous pouvez vous rendre sur notre blog où nous avons détaillé, en tout cas, les points phares des conditions d'annulation qui ont été décrétées de manière un peu unilatérale par ces OTA, donc Booking, Expedia et Airbnb. Concernant Booking, Booking là, vous allez voir, les décisions sont d'annuler tant que faire se peut les réservations, de rembourser le client tant que faire se peut. Attention toutefois, si vous avez des réservations qui sont arrivées en prépaid chez vous, donc qui ont été payées partiellement ou totalement pour la période couverte par ce que Booking décrète comme étant la période de cas de force majeure, à partir de là, c'est vous qui avez la main pour décider si oui ou non vous remboursez le client ou si vous appliquez les conditions de l'ordonnance du 25 mars. Expedia, lui, a un modèle économique, vous le savez, totalement différent de Booking, puisqu'Expedia agit en qualité d'agent de voyage. Donc, ça veut dire qu'Expedia vend sous sa responsabilité les prestations hôtelières avant de vous reverser la partie nette qui vous revient. Donc, c'est Expedia qui décide
de l'annulation ou pas, et donc du remboursement. Aujourd'hui, Expedia est débordé d'appels, donc les services clients d'Expedia sont sous l'eau, pour la bonne et simple raison qu'Expedia est une société qui vit principalement sur le marché nord-américain, et le marché nord-américain est touché de plein fouet par la crise du Covid, ce qui fait que comme Expedia vend aussi des billets d'avion et que les compagnies aériennes dont les billets ont été achetés sur Expedia renvoient les clients vers Expedia et ne traitent pas en direct ça, donc le call center d'Expedia est littéralement sous l'eau. Donc la stratégie d'annulation-remboursement, elle est à deux vitesses. Vous êtes un hôtelier, Expedia rembourse aux clients. Donc vous allez voir aussi dans notre article les conséquences ou les collisions éventuelles de ces décisions avec l'ordonnance du 25 mars qui a été prise en France. Et concernant Airbnb, là on a un cas qui est un peu particulier puisque Airbnb annonce le remboursement généralisé aux clients. En réalité, ils essaient de leur proposer de garder la main sur leur réservation et d'avoir simplement une sorte d'avaloir, mais qui, lui, n'est pas un avaloir au sens de l'ordonnance du 25 mars, mais qui est un report de leur séjour, sauf que ce report, le client pourra le faire dans n'importe quelle adresse de Airbnb. Donc, s'il a réservé chez vous et qu'il demande l'annulation du séjour avec l'accord d'Airbnb, qu'il demande à bénéficier d'un avoir, cet avoir, il pourra l'utiliser chez vous, mais aussi ailleurs que chez vous. Ce qui n'est pas le cas d'Expedia, puisqu'Expedia dit que s'il y a un avoir, l'avoir sera utilisable uniquement dans votre établissement. Donc, vous voyez, il y a des conditions qui sont à géométrie variable et qui peuvent être, vous verrez également celle de HomeAway, où HomeAway, Abritel, Virbo, qui est une filiale d'Expedia, renvoie les clients chez vous si vous êtes un loueur ou si vous êtes une maison d'hôtes. Donc là, pareil. Et HomeAway précise à ses clients que il vous recommande fortement d'annuler et de rembourser intégralement, même si c'est contraire aux dispositions nationales. Et il est écrit noir sur blanc que les prestataires ou les hébergeurs qui ne donneraient pas satisfaction seraient pénalisés à l'avenir dans les listings de HomeAway. Donc c'est écrit noir sur blanc, regardez bien. Alors tout ça, évidemment, c'est le résultat de cette vision globalisée, mondialisée par les grands distributeurs. Donc les nuances nationales comme celles qui sont mises en place dans notre pays par l'ordonnance du 25 mars ne sont pas forcément prises en compte par ces gros distributeurs. De la même manière, et j'insiste là-dessus, l'ordonnance du 25 mars, elle vous donne une faculté, c'est-à-dire de garder l'argent de la réservation et de proposer un avaloir au client. Mais c'est une faculté, ce n'est pas une obligation. Si pour des raisons commerciales, vous décidez de rembourser votre client, d'annuler et de rembourser votre client, vous avez le droit. Ça suppose que cela dépend, je dirais, de votre stratégie commerciale par rapport à ce client en particulier. J'avais une de nos clientes qui est propriétaire d'un relais des châteaux. Elle me dit, moi, je travaille avec beaucoup de clients à l'international et j'annule tout, je rembourse tout. Je veux garder de bonnes relations avec mes clients parce que ce sont des clients qui viennent régulièrement. Donc, je décide de rembourser sans pénalité et sans faire application de l'ordonnance, en tout cas pour ces clients. Donc, c'est vraiment là aussi à géométrie variable. Prenez-le en considération. Je vous renvoie à la lecture de cet article dans notre blog qui recense au moins pour les 4 acteurs, donc Booking, Expedia, Airbnb et HomeAway, qui est une filiale d'Expedia, mais qui regroupe en France HomeAway, Holidays, Virbo et Abritel, et qui peut avoir des répercussions importantes sur vous, notamment pour éviter les quiproquos entre le discours tenu par l'OTA et l'application que vous en ferez vis-à-vis des clients. N'oubliez pas que le client qui vienne par un OTA ou qui vienne chez vous en direct, ça reste un client. Et donc, je pense que Jean aussi insistera là-dessus tout à l'heure. Et donc, in fine, c'est à vous que revient, je dirais, la primeur ou le privilège d'établir la bonne relation commerciale avec vous. L'Organisation mondiale du tourisme a édicté cette nuit plus de 23 recommandations exactement sur la reprise du tourisme, dont une recommandation qui peut commencer à faire frémir chez les pouvoirs publics, où l'OMT dit qu'il va falloir, pour relancer l'industrie, réexaminer les taxes, les redevances et les droits de la réglementation ayant une incidence sur les transports et le tourisme. C'est-à-dire l'OMT dit carrément il va falloir faire un réexamen rapide pour la relance. On parle bien de la relance. Donc, appel à l'action pour atténuer l'impact socio-économique du Covid et accélérer le redressement. On ne parle pas de le jour où on aura passé tout ça, ça sera bien qu'on se mette autour d'une table et qu'on réfléchisse. Donc, inutile de dire que, notamment en France, pour certaines organisations syndicales ou certains opérateurs comme vous, le sujet de la taxe séjour commence à arriver sur la table. La taxe de séjour, c'est 365 millions d'euros collectés chaque année par les professionnels du tourisme. Évidemment, muni de cette recommandation de l'OMT, il est probable que le débat sur une exemption partielle ou totale de la taxe de séjour demandée par les professionnels arrivera sur la table. Et donc là, on est bien sur un débat qui est initié par l'Organisation mondiale du tourisme. Et donc, ce n'est pas n'importe quel acteur. Il y a
22 autres recommandations. Celle que je retiens de manière très intéressée pour vous et pour nous, c'est d'abord une accélération de la digitalisation de l'offre, évidemment, et la troisième, c'est celle de la vente circulaire, de la distribution circulaire entre les professionnels, parce que, évidemment, c'est entre nous qu'on va être capable de créer une mêlée pour relancer l'activité touristique autour de chez soi, autour de chaque établissement et au sein de chaque destination. Donc, je vous invite, vous verrez un article dans notre blog à ce sujet qui détaille l'ensemble de ces 23 préconisations. Les premières études post-Covid arrivent sur les impacts économiques. Là, ça concerne les pros du tourisme et des loisirs. C'est une étude qui est lancée par The Experience Revolution. Ce sont des gens qui viennent de chez Skift, donc ce sont plutôt des chercheurs plutôt calés qui ont fait 2 scénarios. Un scénario où, vous le voyez ici, le lockdown, le confinement va durer 2 mois. Un autre scénario où le confinement, donc pessimiste, va durer 4 mois, avec une demande une évolution de la demande qui, hors confinement, ne varie pas trop. Et donc là, en fait, selon cette étude, la reprise la plus optimiste se ferait en 4 mois, entre 5 et 40% des capacités d'accueil et de production. Alors, c'est important parce que ce n'est pas forcément les clients qui vont abandonner la consommation d'activité. Il y a aussi ce phénomène dont on parle depuis plusieurs jours, où les pros du loisir sont en train de revoir leur modèle économique pour accueillir, au moins dans les premières semaines ou les premiers mois, un flot contenu de clients entre 20 et 40% des capacités d'accueil pour justement éviter le fait que les gens s'agglutinent dans des files d'accueil, dans des files d'attente ou sur des attractions. Je le disais hier encore, le principal acteur qui réfléchit à ça, c'est quand même le groupe Disney, Walt Disney. Donc 50% du revenu mondial est fait sur les parcs d'attractions et c'est évident que Walt Disney Company ne va pas accueillir, par exemple, à Disneyland de Paris, 12 millions de personnes comme ça sur la même année, dans les mêmes conditions que l'accueil a été fait jusqu'à présent. Donc, les scénarios de reprise les plus optimistes, si le confinement prenait fin avant l'été, c'est ce qu'on souhaite tous, évidemment, c'est une première étape de rétablissement de l'ordre de 4 mois, hein, donc autant dire, ça va au-delà de la saison estivale, compliqué, mais 4 mois parce qu'il va falloir accueillir moins de gens, mais peut-être faire payer les prestations un peu plus chères au départ pour garantir ces conditions d'accès en toute sécurité. 6 mois de retournement du marché, donc on parle bien d'une période de rétablissement à quasiment 70% de la capacité de chiffre d'affaires, de revenus des entreprises du loisir, et un vrai rétablissement, on va dire, sous 1 an, voire sous 18 mois, si on s'inscrivait dans un scénario de confinement qui ne dure pas 2 mois, mais 4 mois. Donc vous voyez, cette étude, elle est sérieusement faite, elle a été établie selon des critères d'analyse économique très poussés par un certain nombre de chercheurs. Évidemment, on prie tous pour que ce confinement dure le moins de temps possible, que la reprise se fasse évidemment avant cet été, mais une chose est claire, et ça il faut le prendre en considération, j'imagine, dans vos tarifications, Jean peut-être va l'aborder dans sa présentation, une chose est claire, c'est qu'on ne va pas avoir un afflux de clients dans les mêmes capacités d'accueil, dans les mêmes conditions d'accueil, qui seront forcément limitées pour cette reprise, pour les raisons de ne serait-ce que d'apporter un maximum de sécurité à ses clients. Et puis il y a aussi, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Certains opérateurs du tourisme savent qu'ils ne vont pas pouvoir démarrer à plein régime, donc ils ne vont pas avoir non plus du personnel à plein régime, à plein fer dans leurs établissements, que ce soit les loisirs ou même l'hébergement. Donc tout ça va s'adapter dans une période, on va dire, de convalescence, mais qui doit être une période de convalescence active, dont les modèles économiques doivent être adaptés, évidemment, puisque la convalescence, ça ne veut pas dire démarrer petit, avoir des grosses difficultés financières. Il va falloir adapter ça en termes de pricing, notamment, et de communication. Voilà pour les 3 infos que je voulais partager avec vous ce matin. Alors, des fois, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Si on le voit à moitié plein, oui, évidemment, on est tous des entrepreneurs. Je suis un entrepreneur. Vous, toutes et tous qui m'écoutez, vous êtes des entrepreneurs. On entreprend toujours dans la difficulté, on entreprend toujours dans l'adversité. Et le propre d'un entrepreneur, lui, c'est pas forcément d'être un super énarque, d'être un super diplômé, mais en général, lui, il dit oui partout où les faits lui disent non. Donc, aujourd'hui, on nous dit c'est non, ça va pas le faire, c'est compliqué.
nous, on est tous là autour de la table à chercher des solutions, à chercher des réponses pour dire oui, ça va le faire et on va prouver que ça va le faire. Et on va mettre sur la table nos tripes d'entrepreneurs et d'entrepreneuses pour pouvoir montrer que ça fonctionne. Donc, on va y arriver et c'est l'objet de tous ces webinaires, de travailler là-dessus. Je vous rappelle rapidement le mode d'emploi. Jean va intervenir entre 30 et 45 minutes. On coupe les micros. Vous posez vos questions sur Converser et sur les Q&R, questions et réponses. Et je passe la parole à Jean parce que je sais que vous êtes… Juste, Bruno, oui. Sur la méthode, plutôt poser des questions sur questions et réponses. Oui, s'il vous plaît, oui. De préférence. Et dans le cas de l'intervention avec Jean, merci de me préciser si vous êtes un hôtel, un camping, enfin la nature de votre activité et la zone géographique, montagne, littoral, voilà, ça lui permettra d'être plus clair dans ses réponses. Oui, parce qu'évidemment, vous allez avoir le tourisme français, heureusement, est très hétérogène. Les zones sont très hétérogènes. Donc, il y a des règles communes et puis il y a des règles qui s'adaptent en fonction de votre catégorie ou de votre zone. Je ne vais pas répéter ça. Donc, merci à tous. Merci à Jean, merci à Frédéric et bon webinaire à toutes et à tous. Merci beaucoup, Bruno, pour cette phase introductive. Très intéressante parce qu'en définitive, c'est quand même assez intéressant d'avoir la prospective de comment vont les règles des distributeurs. Donc, je tenais à te remercier pour ça, pour cette introduction. L'objectif du coup de cette intervention en définitive, c'est de faire une très rapide présentation de qui je suis, en définitive d'amener une introduction sur le revenu management dans les grandes lignes pour les initiés et les non-initiés, rentrer dans le dur, vraiment dans le concret, de quoi on parle quand on parle de gestion d'inventaire, le positionnement tarifaire, l'enjeu que beaucoup se posent en tant qu'hébergeur, c'est définitif quel prix donner à mon produit et dans quelle temporalité. Comment s'axe la prévision, qui finalement pour nous est le leitmotiv numéro 1 dans du changement tarifaire, même si en ce moment, comme vous le disiez tout à l'heure, ça risque d'être relativement compliqué de générer de la prévision. Bien évidemment, je vais faire des parallèles entre l'hôtellerie et l'hôtellerie de plein air au maximum. Donc, surtout, n'hésitez pas à compléter si vous avez des questions. Par la suite, bien évidemment, c'était important qu'on parle de la crise, essayer d'amener un peu de prospective. Donc, il y a eu des premiers éléments. Je pense qu'on peut en apporter aussi d'autres complémentaires, parce que aussi, il existe des méthodes qui permettent de déterminer potentiellement des fins de crise. Quelle tactique potentiellement mettre en œuvre pour essayer de réduire l'impact économique. Donc, il y a eu des laïus sur finalement les réservations qui sont non annulables. En définitive, c'était à l'arbitrage de la stratégie de l'établissement et c'est très bien. Et donc, ce portefeuille à reporter, comment le gérer dans de bonnes conditions pour le maximum d'acceptation des clients et finalement essayer d'amener le après-crise. Et c'est là, j'aimais bien l'illustration sur la mêlée, comment on va se serrer les coudes ensemble pour aller au-delà. Donc, très rapidement, pour ne pas s'éterniser dessus, notre société est basée à La Rochelle. Nous avons 3 ans d'existence. Nous sommes une équipe de revenus managers seniors. Nous avons piloté de très nombreux hôtels indépendants et on a commencé l'hôtellerie plein air avec Délices depuis plus d'1 an. On a pu piloter du Nice, du Saint-Malo, de la Compiègne, Paris, La Rochelle, la Nièvre et plein d'autres territoires. Donc, enchanté à tous ceux qui sont présents. Et aujourd'hui, nous essayons de rendre abordable l'expertise du revenu management pour tous. C'est vraiment notre mission. Aujourd'hui, le projet, c'est essayer de gagner ensemble dans la prospective. Donc, c'est essayer d'interpeller. Aujourd'hui, c'est un peu ce que fait aujourd'hui Bruno à travers Eloi, c'est essayer de sensibiliser, d'apporter des éléments d'information. Il y a une méconnaissance de l'écosystème de la distribution chez les hébergeurs. C'est assez mesuré. Dans les institutions du tourisme, en définitive, il y a une vraie volonté d'aider les acteurs de terrain et tous les pros. Et comment transférer cette expertise dans les organisations pour pouvoir être au contact et la transférer. Comment animer
et coordonner à l'échelle territoriale des actions communes autour de la data et bien évidemment former au métier de demain. Donc, on est en train de découvrir finalement les premiers revenus managers de destination dans les organisations institutionnelles. Donc, des pivots qui finalement vont être des tiers de confiance dont la seule mission, c'est de faire gagner de l'argent, voilà, aux entrepreneurs des terrains. Autour de ce concept, on a réussi à fédérer un certain nombre d'acteurs institutionnels, privés et autres autour de la data. Donc aujourd'hui, on aime beaucoup, il faut penser, enrichir l'écosystème scientifique de la data. Donc aujourd'hui, on la transfère, anonymisée bien sûr, à des chercheurs qui aujourd'hui vont nous aider à renforcer finalement cette connaissance sur le revenu management qui est très, très resserrée en définitive, peu diffusée. Donc alors, dans le dur, qu'est-ce que le revenu management? Donc, il ne s'agit pas juste de faire varier ses prix. C'est la définition de Robert Cross est toujours valable 25 ans après. C'est vendre le bon produit au bon prix, au bon client et surtout au bon moment. Et même, il l'avait pas dit à l'époque parce que ce n'était pas le problème, c'est le bon canal de distribution. Je vais vous emmener voyager un peu en France pour vous amener. Vous voyez ici sur Orléans le positionnement tarifaire de différentes gammes d'hôtels. Donc, vous avez des hôtels 4 étoiles, 3 étoiles et 2 étoiles. Donc, vous voyez ici à Orléans, on est dans le cycle du business. Les prix augmentent du lundi au jeudi et décroît les week-ends. C'est très lié à l'activité. Je vous emmène à Rennes, où là, d'un coup, c'est un peu plus étiré. C'est parce qu'en définitive, en Bretagne, notamment à Rennes, il y a une activité événementielle extrêmement forte. Donc, il y a des hôtels qui arrivent à aller chercher énormément de valeur économique. Et je vais vous emmener dans une dernière destination que j'affectionne particulièrement, le Touquet. Donc, au Touquet, vous voyez la courbe bleue. C'est un hôtel que j'ai personnellement piloté, oscillé de manière très précise sur les cycles du week-end. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. C'est bon sur les week-ends. Ça a été dans les 50 € de prix moyen tous les samedis. À l'échelle de cet établissement, ça faisait plus 300 000 € par an de croissance de chiffre d'affaires. Alors, ce qui était très rigolo, c'est que quand on a mis ça en place, en définitive, les autres ont commencé à nous suivre, un peu de manière empirique. Donc, c'était très intéressant à observer. Mais vous voyez, peu importe les typologies de destination, il est possible d'aller chercher de la valeur. Mais la réalité, elle est tout autre. Je vous emmène à Beaugency. Ce que vous voyez en jaune et en vert, ce sont des hôtels de chaîne qui, eux, vont chercher toute la substance de chiffre d'affaires sur des pics identifiés. Et ça, en grande majorité, malheureusement, c'est de l'hôtellerie indépendante. Ne faisant peu ou pas varier leur prix. Alors, l'idée, ce n'est pas de faire c'est ça qui est important. Chaque journée, vous avez 30 chambres, vous allez chercher 30 € de prix moyen, c'est 900 € de chiffre d'affaires. C'est énorme. Donc, ça, compilé sur plus de 90 dates dans l'année, ça peut faire la différence en termes de revenus. Je vous emmène sur Sully-sur-Loire. J'aurais pu vous emmener partout en France. Bon, j'ai réduit pour l'exercice. On a fait La Réunion, le Pays Basque, on a fait la Bretagne, on a fait plein de territoires. À chaque fois, c'était à peu près le même constat. Plus ou moins varié. Donc, après ce bref voyage en France, le revenu management. Alors, il existe plusieurs écoles de style. L'objectif, c'est de vous montrer un parmi tant d'autres. Nous, on estime qu'il y a 3 métiers dans le métier du revenu manager. Il y a ce qu'on appelle le marketing produit, ce que je vais vous présenter après. C'est ce qui a le plus d'impact sur le prix moyen. C'est quel prix donner à mon établissement. C'est faux d'imaginer que parce que vous êtes 2 € moins cher qu'un autre, vous allez mieux vendre. C'est brader la qualité des services proposés. C'est une équation compliquée, mais en définitive, c'est ce qui est le plus important. C'est comment je rationalise mes catégories de chambres pour avoir des produits lisibles. Un certain nombre d'éléments qui ont un impact très, très significatif sur le chiffre d'affaires. C'est des impacts instantanés. Tout ce que je vous présente, c'est entre 25 et 30 % de croissance de chiffre d'affaires. C'est sous les pieds des hébergeurs. C'est sous vos pieds. C'est à révéler.
Ce n'est pas de la conquête de parts de marché, c'est ni plus ni moins comment je peux mieux vendre aux bons clients. L'inventory, donc excusez-moi pour l'anglicisme, c'est un peu le terme du métier, c'est la gestion d'inventaire. Donc, c'est comment je me dote intelligemment d'un channel manager pour pouvoir me donner une batterie de distribution et une visibilité beaucoup plus étendue. Comment j'enregistre finalement des réservations pour pouvoir avoir des statistiques. Parce que Jean qui a réservé dans mon établissement du 5 au 10 avril, ce qui ne sera pas le cas cette année, ben c'est quoi Jean? Il a réservé 100 €? Bon, ok. C'est quoi? C'est une promotion? C'est un tarif petit déjeuner? Il vient d'un OTA? Il vient du direct? Du site internet? Tous ces petits éléments qui ont leur importance. Et notamment aussi de bien savoir les maîtriser. Parce que j'ai vu beaucoup d'hébergeurs dans notre expertise, dans notre travail, 70% des hôtels qu'on travaillait, leur data était fausse. Était complètement fausse. Il y a des gens qui raisonnent encore au facturé dans leur réservation. Et bien évidemment, le forecast, donc qui est la prévision, qui est plutôt un cycle qui rentre en 3e année une fois qu'on a un bon produit et une bonne maîtrise des process, pour pouvoir anticiper l'activité. Je tenais à faire un laïus sur les veilles tarifaires. C'est le sujet sur lequel les hôtels et aussi les campings font des focus. C'est bien de savoir à peu près comment se passe finalement son univers concurrentiel, mais ça ne doit pas être le sujet prioritaire. Et aujourd'hui, tous ces systèmes, ils fonctionnent comment? C'est en gros, ils vont chercher les prix sur les OTA, ils les compilent, et il suffit que vous ayez 4-5 individus qui baissent leur prix pour qu'ils vous disent de baisser le vôtre. C'est des systèmes déflationnistes. Et plusieurs fois, j'ai challengé ces méthodes. En définitive, mais pourquoi je baisserais mes prix? Je suis en avance, j'ai plus d'activité, il y a tout qui m'amène à penser que ça va être bon. Pourquoi je braderais mon produit? Posez-vous des questions par rapport à ça, parce que franchement, c'est un vrai problème. Et aujourd'hui, ce n'est pas pour rien qu'il y a pléthore de BI sur le marché, de solutions, pour vous encourager à vous affronter. Parce que imaginez bien que quand vous baissez vos prix, vous perdez en chiffre d'affaires. Et après, quel est le seul vecteur de volume? C'est les promos, donc le volume. Je voulais vous montrer un peu cette approche sur le pricing dynamique, la construction d'une grille tarifaire. Donc, normalement, la plupart des hébergeurs ont une grille tarifaire avec un tarif RAC, donc le tarif obligatoire, le tarif le plus cher affiché, et ce qu'on appelle votre tarif le moins cher. Raisonner par palier, c'est très sain, parce que ça vous oblige à vous contraindre à changer vos prix. Quand on change ses prix de 2 €, allez mesurer une élasticité, un frein à votre activité. Non seulement vous allez rentrer dans une usine à gaz énorme, mais en plus, ça ne va rien mesurer. Et je voulais vous montrer ce petit graphique que j'avais réalisé pour un hôtelier. Ça, c'était lui et ses confrères, à produit équivalent. Et quand je lui ai montré ça, en prise de hauteur, je lui ai dit, mais dis donc, tu n'aurais pas un petit problème? Il a réfléchi un peu et s'est dit, ah oui, en effet. Donc, en gros, quand je suis le plus cher, c'est quand les autres sont le moins cher. C'est un peu dommage. Cet hôtelier, en révisant juste sa grille, a gagné 300 000 € en un an, sans perdre en taux d'occupation. C'est des effets de levier simples. Je voulais vous parler de ce qu'on appelle les yield classes, c'est-à-dire les classes de revenus. Parce qu'il y a les prix, mais il y a aussi les robinets. Dans les hôtels, il y a plusieurs, contextuellement on le sait bien, il y a plusieurs niveaux de contribution. C'est-à-dire, vos tarifs flexibles en direct, généralement, c'est les plus contributifs. Normal, vous n'avez pas de commission et vous ne faites pas de réduction. À partir du moment où vous faites du non annulable, non remboursable, quelque part, c'est une forme de discount. Vous faites une réduction pour encourager et avoir finalement le full prepayment. Ce qui est un peu différent dans l'HPA, où en définitive, pour beaucoup, c'est presque exclusivement du non annulable, non remboursable. Et j'encourage très fortement, surtout en période de crise, à commencer à avoir de la tarification flexible dans l'HPA. Et pensez que
vous pouvez le valoriser économiquement différemment. Si vous avez dans votre camping 10% de vos clients actuels qui réservent du tarif flexible et qui payent 15% plus cher, faites le calcul sur votre chiffre d'affaires. Alors, l'angoisse numéro 1, c'est bah oui, c'est flexible, donc ça peut annuler. Après analyse, dans les hôtels pour le coup, on a seulement 15 à 20% d'annulation sur le flexible. Ça dépend des territoires. Donc, j'imagine dans les questions-réponses, il y aura ça. Par exemple, sur Paris, les annulations sont beaucoup plus fortes, mais en région, beaucoup moins. Les packages, bien évidemment. Mais après, vous voyez, il y a une autre famille de revenus qui est, elle, beaucoup moins contributive. Il faut l'utiliser. C'est le flexible OTA. Et donc, en définitive, celle-là, bien sûr, elle me coûte de la commission. Il y en a une qui est encore beaucoup moins contributive, c'est le non annulable remboursable sur les OTA, où je cumule à la fois la commission et mon discount. C'est-à-dire, sans changer mes prix, je ferme le robinet non annulable, non remboursable de mon OTA, mécaniquement, je gagne en revenus. Et je n'ai pas touché à mes prix. Voilà le type d'illustration un peu concrète. Le positionnement tarifaire. Je fais un peu de pub pour les hôtels que j'accompagne. La première difficulté, c'est de donner une valeur à un produit. Finalement, combien vaut mon hébergement, mon camping, mon hôtel? Ça vaut quoi? 80 €, 90 €? C'est extrêmement dur. Nous, on essaye d'avoir une approche un peu différente. Et c'est aujourd'hui le problème de la classification dans nos industries, qui est pour moi le problème numéro 1 de l'hôtellerie et de l'hôtellerie de plein air. Parce qu'aujourd'hui, je mets au défi quelqu'un de me dire la différence entre un hôtel 3 étoiles et un hôtel 4 étoiles. Bon courage. Ben, vous avez entre 60 et 70% de l'offre qui est dans la même clé de segmentation. Du coup, le seul axe de différenciation, c'est en effet le prix. Et c'est très astucieux parce que du coup, ça encourage les 4 étoiles à venir sur les terrains des 3 étoiles et vice-versa. Donc du coup, aujourd'hui, comme on n'a pas une clé de segmentation de notre industrie bien faite, le seul repère, c'est les réputations. Du coup, si je veux me faire un avis sur la qualité intrinsèque d'un produit, je suis obligé de regarder les avis. C'est un parti pris, c'est discutable. Et aujourd'hui, justement, ce qu'on a analysé dans la classification, c'est qu'en gros, dans votre grille de critères, que vous ayez une piscine sur la Côte d'Azur ou à Paris, c'est le même nombre de points. Pourtant, avoir une piscine sur la Côte d'Azur, c'est pas mal. Avoir une piscine à Paris, c'est exceptionnel. C'est rare. Dans des environnements, certains n'ont pas de fitness. Donc, être le seul à avoir un fitness, ça veut dire ça a plus de valeur. Et donc, c'est finalement la difficulté, c'est de se dire, dans mon écosystème concurrentiel, quel service je propose et quel service proposent mes confrères et quel service peut être différenciant pour créer des avantages concurrentiels uniques. Par exemple, dans cette illustration, imaginons que personne ne propose de room service, je suis le seul à le proposer. Du coup, il a forcément une valeur économique supérieure. Si vous faites la somme de toutes ces valeurs, ça peut donner ça. Alors, je le commente. Dans les ordonnées, vous avez une évaluation dynamique. Sur les abscisses, vous avez des prix. Dans toutes les études qu'on a faites, voilà ce qui se passe. La concentration. Tout le monde fait exactement le même produit, peu ou prou au même prix. Et là, en effet, vous vous affrontez de manière très violente. Des fois, on voit quelques établissements qui font leur jeu très tranquillement. Et nous, on a essayé d'amener la définition finalement de l'océan bleu. Finalement, comment je vais positionner mon produit avec assez de qualité de service, mais pas forcément trop, pour mesurer ses investissements, parce que bien sûr, vous investissez, vous empruntez dans vos établissements, pour être dans un environnement où finalement, j'ai le moins de concurrents possible. Et ça, c'est aussi très important de sensibiliser les élus et les institutions. Quand il y a des ouvertures de marché pour construire des nouveaux hôtels ou des nouveaux campings, pas de problème, mais faisons-le de quelque chose de différent pour ne pas venir rajouter une brique de plus dans la concentration.
je voulais vous montrer la répétition des cycles. Alors, bien sûr, cette année, le cycle sera relativement différent. Vous avez ici le cycle de remplissage d'un camping. En bleu, c'est son taux d'occupation. Donc ça, c'était 2017. Et en jaune, c'est son prix moyen. Ça, c'était 2017. Ça, c'était 2018. Vous voyez la similitude des cycles? Ils sont exactement pareils. L'enjeu, c'est de trouver les bons calibrages de dates. C'est là la difficulté, mais je vais y venir. Et si je fais un coup de zoom sur ce camping, sur son taux d'occupation, vous voyez la quantité de zones d'optimisation de prix que possède ce camping, c'est tout simplement considérable. On parle de centaines de milliers d'euros à l'échelle de ce camping, hein, parce que son prix moyen n'est pas connecté à son remplissage. Classique, parce que voilà, j'ai des paliers de saison, BIM, basse, moyenne, haute saison. Je vais vous donner une autre illustration. C'est des vraies données, hein, c'est d'un vrai camping. Hein. D'un camping qui est à 633 € en plus bas de sa grille tarifaire. Hein. Et quand vient la haute saison, à partir du 12 juillet, là, bim, il se met en rack, donc c'est-à-dire le tarif le plus cher de son camping, jusqu'à fin août. C'est un peu dommage parce que d'un coup, on voit une chute du taux d'occupation de presque 40% à cette étape-là. Si s'alignait ne serait-ce que sur sa grille tarifaire, il irait chercher 22 000 €. Ça va extrêmement vite. Donc ça, c'est système avec des périodes. Je vais vous montrer le même camping repositionné avec des paliers. Des paliers qui sont positionnés en fonction d'un certain niveau de potentiel de demande. Et du coup, pour être concret, forcément, c'est pas de bol pour nous cette année parce que les ponts du mois de mai devaient être un alignement de planètes, pas de chance. Mais typiquement, il y avait la capacité à aller chercher presque du très haut de saison, extrêmement bien positionné pour ce camping. À l'échelle de 150-200 locatifs, c'est juste gigantesque en termes de revenus. Et en gros, c'est vraiment de faire l'équation de ma grille tarifaire sur mon remplissage. Aussi simplement que ça. Alors après… J'ai une question là Bien sûr. on me dit, là c'est du camping, là, je pense, il ne m'a pas précisé, mais vu la question, on me dit que ça ne s'applique pas aux grandes villes comme il y a déjà toutes les offres possibles. Je pense que c'est un hôtel. Ah, pour un hôtel, c'était peut-être par rapport à ce graphique-là? Je peux pas. Non, Ah, c'était après, je crois. c'était après? Peut-être, je sais pas. C'est pas Ah, précisé. dans les milieux, dans les zones urbaines, en effet, il y a une attractivité concurrentielle beaucoup plus forte, mais malgré tout, dans les villes, imaginons ça ne soit pas un camping, mais un hôtel. Bon, là, ce sera un peu compliqué parce que c'est des cycles du loisir, mais dans les cycles urbains, donc en gros, vous avez des gros pics d'activité de septembre, octobre, novembre, ça redescend, et après, ça repart février, mars, avril, peut-être un peu mai, et juin. Et en définitive, dans ces pics-là, c'est là où vous devez justement varier vos positionnements paliers pour aller à la conquête. Parce que c'est très lié à l'agenda événementiel, même si l'agenda événementiel, il est foutu en ce moment. J'espère avoir répondu, mais je ne suis pas totalement sûr d'avoir bien répondu. Non, mais je pense que c'est bien répondu. C'est vrai que pour beaucoup de nos participants, on se rend compte que c'est une matière sur laquelle il y a beaucoup à approfondir. Donc, je vois des remarques, notamment Jackie qui dit super, c'est très éclairant. Effectivement, entre la manière dont la tarification est faite de manière, on va dire, classique, un peu à l'estime, un petit peu superficielle, et là, on voit qu'il y a une vraie science de la tarification. Et donc, voilà, je pense que chacun doit effectivement comprendre les mécanismes de cette science, et c'est ce que tu fais très bien, Jean, avec des exemples qui, pour certains, sont très fouillés, hein, donc évidemment, mais ça, les exemples très fouillés, c'est pour ceux qui vont aller approfondir le revenu management de manière très poussée. Pour autant, le revenu management, c'est un peu comme le sport, hein, on peut commencer tout petit, doucement, et puis après, on peut faire de l'intensif. Donc là, le but, c'est de vous montrer jusqu'où peut aller l'intensif, mais en vous permettant de comprendre aussi comment se passe l'échauffement. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de participants qui, déjà, à l'heure actuelle, sont très contents de comprendre les principes de l'échauffement. Donc, merci beaucoup, Jean, pour l'instant sur cette présentation. Merci beaucoup. Mais c'est essayer d'amener vraiment des éléments plutôt concrets. Donc là, vous avez typiquement, alors ça, c'est très problématique dans l'hôtellerie plein air.
c'est la quantité de locatifs différents. Donc, je n'ai pas compté, mais je crois qu'il y en a plus d'une quinzaine ou d'une vingtaine. Avec bien évidemment des prix différents pour chacun d'entre eux. Je le sais parce que je commence à le vivre justement au quotidien avec les campings. Alors, non seulement à paramétrer, ça doit être un enfer. Former ses collaborateurs, des saisonniers, de connaître la différence entre la théline et le calamar, bon, chaud quoi. Et en définitive, avec autant de tarifs. J'ai vu dans l'hôtellerie plein air, en moyenne, une grille tarifaire contient entre 100 et 150 tarifs. C'est juste gigantesque. Non seulement c'est une usine à gaz énorme, mais justement, c'est comment je rationalise au maximum. Alors, il y a une législation plus ou moins contraignante, mais on commence à trouver les petites failles. Donc, pour rendre ça simple. Pareil pour un hôtel. Combien de fois on a vu des hôtels avec 8, 10 catégories de chambres? Mais c'est illisible. Pensez à une... Alors, c'est plus dur dans les hôtels, et c'est la grande force de l'HPA, c'est que l'HPA, ils peuvent moduler leur mobil-home et les changer. Dans un hôtel, c'est pas de bol, c'est du dur, c'est du béton, c'est foutu. Donc, à moins de faire des travaux très durs, c'est plus dur. Mais toutefois, ce qui est important, c'est comment je rationalise mes clés de chambre en des catégories qui sont à la fois de surface comparable, mais qui fassent des bons. En gros, j'aime bien cette métaphore. Pour moi, un hébergement, c'est comme un linéaire de supermarché. D'accord? Vous avez des produits d'appel qui sont en bas du rayon. Vous avez des produits avec les marques que vous connaissez au milieu. Et vous avez les produits haut de gamme en haut. Tout l'art de réfléchir votre hébergement, c'est de faire en sorte que, à la fois, chaque ligne de votre linéaire de supermarché corresponde à une cible, des gens qui recherchent des prix, des gens qui recherchent un peu de confort et des gens qui recherchent du haut de gamme ou des familles. Et le mieux, c'est de faire l'exercice entre comment je vais faire en sorte que les gens qui m'ont acheté une tradition forêt m'achètent une supérieure forêt. Si cet exercice intellectuel est bien fait, c'est 15 € de prix moyen. Et c'est juste gigantesque. Et c'est valoriser vos investissements. Parce que votre supérieure forêt, qui fait malgré tout 5 mètres carrés de plus, vous l'avez payé. Vous l'avez payé dans votre foncier, dans vos emprunts. Donc, il faut le valoriser économiquement. Et éviter les chambres single, ça ne se vend plus. Il y a un camping qui demande comment faire autrement. Nous achetons des mobil-homes tous les ans, chacun a ses caractéristiques. Alors, ça c'est vrai. La difficulté, c'est en plus, j'ai jamais compris pourquoi vous faisiez la promotion en définitive des fabricants de camping, de mobil-home. Donc, vous avez le mobil-home O'Hara, le mobil-home Trigano, etc., etc. Et en effet, vous les achetez chaque année et vous renouvelez au fur et à mesure. Mais quelle est la promesse finalement? Vous voulez vendre du Trigano ou vous voulez vendre un mobil-home familial, 6 personnes, 3 chambres, avec une kitchenette, une télé, etc., etc., avec un espace et autres. Ce n'est pas le même discours de vente. Ce n'est pas de vendre une marque de mobil-home, c'est de vendre une catégorie. Je fais un parallèle avec, par exemple, un hôtel qui a sa chambre balcon avec vue sur les coquelicots. En définitive, oui, elle est différente parce qu'elle est en coin de mon bâtiment et je n'ai pas une vue pleine. Est-ce qu'elle fait la même surface? Est-ce qu'il y a la même prestation? Quelle est la promesse? Qu'est-ce que je vends? Je vends une chambre avec ci, ça comme amenities. Et alors, c'est complexe dans l'hôtellerie plein air parce que c'est vrai que vous renouvelez vos gammes de mobil-home très régulièrement. Essayez dans la mesure du possible d'acheter une gamme au complet pour faire vraiment une catégorie et renouveler votre parc au fur et à mesure pour avoir à chaque fois quelque chose. Et pas faire au compte-gouttes qui fait que ça complexifie la lisibilité. Parce que vos mobil-homes qui ont aujourd'hui une valeur économique supérieure, des fois, vous êtes obligé de les brader. Ça, j'ai pu le voir. Et c'est quand même dommage. Ce qui est très dur pour un… Et pardon, dites-moi si je déborde, surtout arrêtez-moi, Bruno. Ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, pour les campings, quand les amortissements sont passés du locatif, c'est très, très dur
intellectuellement de s'en séparer. Parce qu'en définitive, c'est toujours plus lucratif qu'un bout de gazon. On est complètement d'accord. Mais sauf que la somme de répétition de tout ça, finalement, ça vous amène à un produit qui, finalement, ne correspond peut-être pas au positionnement que vous souhaitez. Donc, des fois, peut-être mieux vous vendre pour pouvoir avoir une constitution d'inventaire plus homogène. Alors, c'est une vieille grille tarifaire, veille tarifaire de Paris, mais qui est assez instructive. Finalement, donc bon, bien sûr, c'est Paris, hein, donc c'est extrêmement cher, mais c'est pour déculpabiliser finalement beaucoup d'hébergeurs qui me disent « Oh, vous vous rendez pas compte, vendre 120 € la nuit, mais je ne m'en remets pas. » Imaginez qu'il y en a, ça ne les dérange pas de vendre du 600 € la nuit. Hein. C'est de bien suivre l'agenda événementiel. Et vous voyez, même sur Paris, les pics, ils ne sont pas si nombreux que ça. Parce que août, c'est plutôt vide. Novembre, décembre, il ne se passe pas grand-chose. C'est assez classique. Et alors, à l'époque, il s'était passé ça qu'on avait regardé. C'était un autre établissement qui, lui, était de l'autre côté du périphérique parisien. C'est très triste pour lui. Hein. Dès qu'on a le périph', d'un coup, on a beaucoup moins de capacité à attirer du prix. En tout cas, c'était ça à l'époque. Ça, c'était pour ramener à la localisation. Pensez que la localisation de votre bien, il a une valeur. Il a une énorme valeur économique. Alors, c'est un peu barbare, je ne vais pas y rester très longtemps. Je voulais vous montrer que, contrairement à ce qu'on imagine, moins j'ai de chambres, plus c'est un avantage. Pensez qu'une chambre d'hôte, j'ai 5 chambres à vendre, c'est un immense avantage. Pensez qu'en parallèle, un hôtel qui en a 50 à vendre, il a 10 fois plus de travail à fournir pour remplir son établissement. Et ce qu'on a observé, même dans des hôtels extrêmement matures, plus j'avais de chambres, moins j'avais de capacité à aller chercher de l'amplitude tarifaire. Donc, je vais pas y rester très longtemps. La prévision. Globalement, dans les hôtels extrêmement matures, qu'est-ce qui se passe? Il y a le temps de la stratégie, ce qu'on appelle la calibration budgétaire, c'est-à-dire je pose tous mes petits paliers, comme je vous ai montré tout à l'heure, sur toute l'année. J'estime combien économiquement ça va me rapporter et en fonction, je mets en place un plan d'action pour atteindre ces objectifs. Nous, dans notre méthodologie sur le revenu management, c'est 80% de notre boulot. Le reste du temps, on laisse faire la calibration budgétaire. On ne change pas nos tarifs tous les jours. Ça ne sert à rien. Ceux qui le font, ils s'épuisent. Ils s'épuisent pour rien du tout. Après vient le moment des tactiques. C'est-à-dire, une fois par mois, se baser sur de la prévision pour se dire est-ce que ma tendance est bonne ou pas bonne? Et en fonction, est-ce que j'agis? Une fois par mois. Ça ne sert à rien de le faire tous les jours. Donc là, c'est un peu barbare, vous m'excuserez, mais parce que pour vous montrer les typologies de paramètres qui peuvent être faits concrètement dans un établissement. Donc, vous avez ici des familles de revenus, comme je vous ai montré tout à l'heure, le flexible direct étant le plus contributif et le NANR OTA étant le moins, en nuitée, en prix moyen et en chiffre d'affaires. Vous voyez la quantité d'indicateurs que ça oblige à suivre. Donc, d'un coup, ceux qui ne sont pas dans cette démarche, ça peut faire peur. Mais j'ai envie de vous montrer ceci, ce montant-là, pour un seul mois. Voilà le typologie de revenus que peut générer ce genre d'approche. Dans le cas de cet établissement, on était allé chercher presque 40 € de prix moyen, donc c'était l'été dernier, sur le mois d'août, en pilotant ça très intelligemment. Alors, ce qui est sûr, c'est que, alors c'est là où on avait beaucoup rigolé, c'est le market manager d'un célèbre OTA qui nous appelle et qui nous dit « Oh là là, vous êtes dans le rouge, vous devez être en très grosse difficulté. » Non, en définitive, on vend extrêmement bien en direct et on a bien réussi à cloisonner la tarification entre le direct et l'indirect. Alors, ce qui est important de préciser, il ne faut pas faire n'importe quoi sur les distributeurs. Il existe plusieurs approches. Beaucoup font payer la commission aux clients. C'est peut-être pas la bonne approche. Hein. Le client, il n'est pas… c'est pas lui qui, qui est la victime de ce système, premièrement. Deuxièmement, la disparité tarifaire est une arme. Il ne faut pas en abuser. Et troisièmement, ce que j'aime bien dire, vous mettez plus 17% sur Booking et vous continuez à vendre sur Booking.
question, est-ce que votre direct est assez cher? Posez-vous la question. Je voulais vous montrer à quoi ressemble une courbe de montée en charge. C'est-à-dire, c'est une représentation graphique de comment se remplit mon établissement dans le temps. Donc ça, c'est des vraies données d'un camping, donc c'est des extraits de notre solution, où finalement, vous voyez par exemple pour cet établissement, à J-30, il a fait que 21% de son chiffre d'affaires. Toutes ces réservations sont arrivées dans le mois en cours. Connaître ça, c'est se rassurer sur son planning. Parce qu'être rempli très longtemps en avance, ce n'est pas forcément quelque chose de bien. Il faut vendre au bon prix, au bon moment. Et ça, typiquement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui finement dans l'hôtellerie de plein air. C'est qu'est-ce que j'ai vendu l'année dernière? Qu'est-ce que je suis en train de vendre? Est-ce que je suis en avance ou en retard? Et quelle projection j'en fais? Et sur la base de cette information, est-ce que je laisse faire parce que je vais gagner du revenu? Ou est-ce que j'améliore pour en gagner plus? Typiquement, augmenter un palier. Ça paraissait important de parler de la gestion du calendrier, qui est à la racine de notre métier. C'est de savoir quand positionner les bonnes dates par rapport à l'année dernière. Je trouve encore des hébergeurs qui comparent un 2 avril avec un 2 avril. C'est un samedi et un dimanche. Non, pas dans ce cas-là, mais je ne l'ai plus en tête, le calendrier. Les vacances se déplacent constamment. Nos chers amis de l'Éducation nationale n'ont pas compris le fort impact que ça pouvait avoir sur nous. Et de savoir finalement quelle date m'intéresse en fonction de ma zone de chalandise. Par exemple, je vais donner le cas de la Charente-Maritime. Le gros de notre clientèle est bien évidemment parisienne, mais aussi locale. Mais je vais vous montrer que dans les campings, c'est un peu différent. Donc là, vous avez la représentation graphique des origines de clients du pool de camping qu'on a dans notre solution. Et ben, vous voyez, c'est extrêmement surprenant. Bon, on a forcément notre zone de chalandise proche, donc de la Charente-Maritime et de la Gironde, mais on a énormément de Nantais et de Bretons qui viennent en Charente-Maritime. Donc ça veut dire que dans ma réflexion sur les temporalités, ben, finalement, j'ai peut-être de la zone B, ça m'intéresse. Donc, il faut que je fasse attention à l'agenda de la zone B. Et peut-être pas mettre les prix basse saison, parce qu'en définitive, c'est un moment où je peux avoir des clients. Et savoir d'où viennent mes clients, c'est extrêmement important. Et c'est là où je voulais faire un énorme point. C'est la magie dans l'hôtellerie de plein air, c'est que toutes les réservations sont extrêmement bien segmentées, mais extrêmement précisément. Et dans l'hôtellerie, à l'époque, quand j'y travaillais, et je travaille toujours d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis au passé, au mieux du mieux, j'arrivais à 40% de mes réservations qui avaient une origine. Alors, bien évidemment, Expedia ne les fournit pas, on le sait, mais Booking, votre site en direct, vos agents de réservation, c'est hyper important qu'ils renseignent d'où vient le client, qui c'est, pourquoi il vient. C'est des éléments hyper probants. Et donc, la rédaction d'un budget. Je suis obligé de faire très, très vite, de faire très, très peu d'items, je m'en excuse. Juste en posant des paliers, pour cet établissement, en 10 jours, on avait fait gagner plus de 50 000 € de chiffre d'affaires. Parce qu'on avait analysé les bonnes dates. L'année dernière, ça se vendait à du 170 € de prix moyen. On s'est donné la confiance. On a commencé à vendre à du 220 € de prix moyen. Donc, ça a eu peur. On a toujours un peu peur. C'est à ce moment-là où ça crie dans les chaumières. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Plus 15 000 € en 2 jours. Voilà, les effets de levier, ne le voyez pas comme un coût, mais comme un investissement. C'est très important. J'essaye de faire vite, Bruno. Je m'en excuse. Si tu vas, avant de passer oui. au Covid, là, on va prendre quelques questions qui concernent le généraliste, alors, du coup. J'avais une question, alors, des chambres d'hôtes et des gîtes qui aimeraient s'y retrouver un peu. Bien sûr. Juste pour un gîte de grande capacité, faut-il augmenter ses tarifs et faire des offres spéciales en période creuse? Un gîte qui est dans la Creuse, justement, et de 15 personnes. D'accord. Voilà.
Est-ce Alors, que... Oui, vas-y. alors gîte, est-ce qu'il faut faire des tarifs en Ouais, est-ce que tu période? as faire des offres spéciales en période de creuse? En période creuse, dans les gîtes, ce qui est hyper intéressant, c'est la capacité à aller chercher des groupes loisirs. C'est d'aller chercher, en définitive, des anniversaires. L'avantage des gîtes, c'est de gérer potentiellement des gros volumes. C'est ça qui est intéressant. Et en période creuse, c'est une des capacités, c'est d'aller chercher justement potentiellement des séminaires ou cette typologie de clientèle. Donc, être identifié dans des zones de chalandise proches, donc avec des entreprises, et de voir comment mettre à disposition votre hébergement justement à ces entreprises. Aujourd'hui, pensez qu'il y a énormément. Bon, on va voir un peu comment va se comporter ce marché là avec ce contexte de crise. Mais globalement, beaucoup d'entreprises parisiennes, entre autres, vont chercher des endroits insolites et sympathiques pour aller faire leur séminaire. Pensez que ce marché, il est national. Ils sont capables d'aller en Bretagne comme sur la Côte d'Azur. Et qu'aujourd'hui, ils restent, pour beaucoup, en Île-de-France. Quand vous travaillez dans une entreprise, ça fait votre 30e séminaire que vous faites dans le même hôtel, c'est angoissant. Donc justement, il y a un vrai positionnement sur les gîtes et l'hôtellerie de plein air à aller chercher ce business. Après, pour répondre à la question des offres spéciales, c'est bien, mais pensez une chose, ne combattez pas le taux d'occupation de votre destination. Ne le combattez pas. Il n'y a pas de clients, faites ce que vous pouvez pour le remplir, mais il n'y aura pas plus de clients. Je doute de la capacité d'offres spéciales à déplacer un individu dans la Creuse, dans votre établissement, dans une période où il ne se passe rien. C'est normal. Vous savez, dans beaucoup d'établissements que j'ai pilotés, je savais que mon taux d'occupation serait de 50-55%. Je l'ai accepté. Je l'ai accepté. Après, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'en tirer toute la substance de ces 55%. Des fois, vous pourrez faire des campagnes promotionnelles, les trucs qui font ça très bien, c'est vente privée, voyage privé, qui peuvent donner un peu d'oxygène, à utiliser avec énormément de parcimonie, parce que c'est coûteux. Ça amène une visibilité à l'instant T, mais pensez à ne pas vous y habituer Ok, toujours à sur ces le... leviers promotionnels. Ouais. Et en gros, oui, pardon. Non, vas-y, je Non, croyais. c'est bon, c'est bon, c'est bon. Euh, Pareil, donc question qui se rapproche, et pour une structure, c'est-à-dire un seul logement, où et comment obtenir des données budget réalistes ou des données prix réalistes? Peut-être Bruno aura une réponse par rapport à ça. Et aussi, dans le rural, il est difficile de trouver des prix pour se comparer. Alors, pour répondre dans la ruralité, hein, c'est la démarche dont je parle, on l'a mis en place dans la Nièvre, dans le Morvan, avec l'ADT de la Nièvre. Ça marche. Pour l'instant, sur une douzaine d'hôtels, on est à plus de 154 000 € de retombées économiques. Le taux d'occupation, il n'est pas fou, hein. Il est compliqué. C'est possible. On l'a prouvé dans la Nièvre. Donc, la ruralité, elle peut aller chercher cette plus-value. Le jeu, c'est de trouver les bonnes dates ou aller chercher de la substance de prix. J'ai répondu à la question? Je sais pas, je pense. Oui. Toujours pour les chambres d'hôtes, je suis une petite chambre d'hôte. Je cherche depuis longtemps un livre sur le revenu management. Est-ce qu'il y a un ouvrage à conseiller? Et dans l'autre sens, quelqu'un aussi qui. Est-ce que tu peux suivre des maisons d'hôtes ou des chambres d'hôtes en termes de revenu management? Voilà, ou le livre auto-formation ou chercher du conseil auprès de. Oui, bien sûr. On a par le passé, et on le fait toujours, accompagné des maisons d'hôtes. Il faut quand même avoir 5 chambres, hein, parce que déjà, c'est extrêmement compliqué, hein, parce que la métrique de chiffre d'affaires est plutôt faible, mais j'ai vu des chambres d'hôtes gagner beaucoup plus de chiffre d'affaires que des petits hôtels. Extrêmement bien positionnés, sur de l'insolite, hein, capable d'aller chercher du 200 € de prix moyen, j'en ai vu.
et extrêmement bien construits, hein. Oui, bien sûr, ce sont des choses qui se font. Et au niveau des ouvrages, malheureusement, la littérature est plutôt très américaine. Il n'existe pas grand-chose, malheureusement. Donc, on essaye d'amener ça. Et puis, au niveau des formations, bah, bien sûr, c'est des trucs que nous savons faire. Et il existe plein de gens. Faut bien se documenter, hein. Et puis voilà. Enfin, je ne sais pas trop quoi dire de plus. Question d'un DMO, là, du coup, puisque tu as accompagné aussi des démos, c'est un peu compliqué. Comment traduire ça pour qu'on puisse faire de l'accompagnement sur notre territoire? Je vais y venir. Je vais y venir. D'accord. Je vais amener ça après le Covid. Ok, parfait. Après, un hôtel de montagne, là, 70% des clients sont des habitués. Est-ce que si je mets en place le revenu management, ça ne va pas les perturber? Et je ne voudrais pas qu'ils aient payé plus cher que les nouveaux clients. Ah, alors très bonne question. Alors déjà, bravo d'avoir 70% d'habitués. Déjà, il y a un vrai travail sur sa clientèle, et ça, c'est beau. Après, mettre en place le revenu management, soit ça valorise vos clients, parce que quelque part, qu'est-ce qui vous empêche de garder vos tarifs habitués, premièrement, ou soit ça va les trier un petit peu. Pensez une chose, moi j'avais vu un hôtel, il n'avait pas fait bouger ses prix pendant 7 ans, je crois. Ce monsieur s'est pris 14 points d'inflation en pleine tronche. Vos prix, le coût de la vie ne fait qu'augmenter. Et c'est important que vous aligniez cette logique économique qui est l'inflation à minima sur vos prix. Et mettre en place le revenu management, au contraire, c'est demain, vous avez des tarifs publics qui sont lissés, bien positionnés. Qu'est-ce qui vous empêche à vos clients habitués de leur faire un geste? Ils en sont d'autant plus valorisés. Mais par contre, vous allez chercher un peu plus de chiffre d'affaires sur une clientèle peut-être un peu plus contributive. Et au fur et à mesure de la démarche, bah, vous vous poserez la question bête d'un chef d'entreprise. Hein. C'est OK, j'ai 70% d'habitués. Beaucoup viennent, par exemple, je dis n'importe quoi, sur la première semaine d'août. Est-ce que je vais aller chercher plus 10% de chiffre d'affaires en augmentant mes prix, en essayant de faire un prix sur mes habitués, mais malgré tout, j'ai envie de gagner de la croissance? C'est un arbitrage qui vous appartient complètement. Mais c'est bien d'avoir 70% d'habitués. C'est beau. Alors, je voulais amener… c'est bon? J'ai répondu, Fred? Une dernière, là, par Oui. rapport à quelqu'un qui dit que je n'ai qu'une seule année d'exploitation, 2019, en année pleine, et bon, 2020, on sait ce que ça donne, donc est-ce que je peux me lancer un revenu management, pardon. Je vous le recommande. Aujourd'hui, malheureusement, on est tous confinés. S'il y a bien un bon sang de moment pour réfléchir et se poser des tonnes de questions, c'est maintenant. Parce qu'après, vous qui gérez au quotidien vos business, vous êtes dans vos opérations. Il faut gérer à la fois de la comptabilité, vos chambres, vos clients, tout. Profitez-en. C'est maintenant qu'il faut se poser les bonnes questions, se donner les bonnes armes, parce que demain, ça va être compliqué. Ok, merci. Merci beaucoup, Fred. Alors, je voulais vous parler. Alors, c'est pas moi qui ai fait ces graphiques, c'est mon grand-père. Donc, bon, j'ai la chance d'avoir quelqu'un de brillant dans ma famille. Je vous explique très rapidement la méthodologie. Donc, c'est la linéarisation d'Huber. Donc, c'est un géophysicien américain qui était connu pour avoir fait la prévision du pic de production du pétrole aux États-Unis en 70. C'est une méthodologie qui vise, dans une logique de contrainte de stock, à déterminer un ultime. Donc, je vous ai mis les références. Mediapart a relayé cet article. C'est très intéressant. Il explique bien la méthodologie. Donc, je vous invite à aller le lire parce qu'on voit un peu à boire et à manger sur les prévisions. Malgré tout, alors, question que j'ai vue dans les commentaires, c'est est-ce qu'il y aura un deuxième cycle de Covid? Ça, personne n'en sait rien. Toutefois, c'était pour amener un peu de prospective.
En définitive, sur les nouvelles réanimations en France, en Italie, en Espagne, où on voit clairement une chute chez les Italiens. Sur l'Espagne et la France en quotidien, et du coup, ça extrapole une chute, ça suit une logique mathématique. Et après, à droite, vous avez la même chose pour les décès. Donc, ce qui est un peu incertain, ce sont les données aujourd'hui qu'on a à notre disposition. Ne sont pas très fines à voir, franchement, parce qu'on ne sait pas s'ils ont rajouté les EHPAD, ils les ont enlevés, etc. Enfin bref, donc il y a un certain nombre de paramètres qui rendent difficile la capacité de prévision. Toutefois, dans ce papier-là, donc je vous invite à aller le consulter pour vous, pour votre culture. Par exemple, on voit que les Hauts-de-France et l'Est de la France ont dépassé le pic. C'est en chute. Donc maintenant, la question, c'est comment ça va se comporter dans l'Ouest de la France et autres. Mais toutefois, c'était pour vous dire que ça aura une fin, logiquement, en tout cas sur ce cycle-là. Ce n'est pas Madame Irma, c'est un élément de prospective. Je n'en sais rien du tout de quand ça va se finir. Mais il y a de hautes probabilités que nous passions le pic dans la semaine à venir. Pourquoi je pose cette question? Parce qu'elle est importante. Alors, il y a Shiji, qui est donc un channel manager extrêmement puissant en Asie et en Chine. Ils ont publié des choses très intéressantes sur finalement comment s'est comporté les réservations en Chine. Et ce qu'ils ont vu, c'est qu'une fois que le pic était atteint chez eux, les réservations ont commencé tout doucement à remonter. Donc, si on extrapole, potentiellement, c'est-à-dire quand on aura une date enfin vraiment arrêtée de fin de confinement, ça veut dire que potentiellement, les cycles de réservation vont recommencer. Ça, c'est important pour les hébergeurs qui possèdent des unités plutôt grosses en volumétrie, qui ont mis du coup leurs collaborateurs en chômage partiel. Attention, prévoyez des collaborateurs dans vos réservations pour bien gérer ces flux. Ça paraît important. Finalement, les questions qu'on aurait à se poser. La première question, c'est la date de fin de confinement total. Ça doit être un... Quand on aura cette information, ça veut dire que potentiellement, on aura une reprise des réservations. C'est beaucoup de discussions de comptoir, donc vous m'excuserez, mais c'est les questions auxquelles je me pose et auxquelles j'essaye d'adapter une stratégie concrète avec des hébergeurs. Les franciliens bloqués à Paris, est-ce qu'ils voudront prendre l'air? Je pense. Les dates de relance de l'activité événementielle, ça va être des éléments à surveiller. Les nationalités étrangères, certainement pas au rendez-vous. Bien évidemment, l'impact sur les sociétés et le pouvoir d'achat sont des éléments de conjoncture à suivre. Et alors, c'est ça qui va être intéressant à observer, c'est toutes les réservations qu'on n'a pas eues pendant toute cette période, est-ce qu'elles vont venir en bloc à la fin? C'est ça la question. Je ne pense pas qu'elles soient perdues. Mais il y a une grande partie de ce volume d'affaires qui va certainement s'intercaler à la fin annoncée de cette crise. Donc, potentiellement, vous avez vos ventes actuelles l'année dernière que vous allez faire, j'espère, dans une moindre mesure, c'est évident, mais plus le débord de ce que vous n'avez pas vendu durant cet intervalle. Donc, ça veut dire que potentiellement, il va y avoir un volume de réservations à traiter qui va être important. Donc, il faut être prêt à cette approche. Je l'espère. Je croise les doigts. Et dernière question qui est la plus importante, c'est est-ce que les clients vont accepter des reports? Aujourd'hui, dans certains établissements, on a été extrêmement sévère, mais juste avec les clients. Ce qui fait que finalement, en termes d'annulation, on en a à peine 20%. C'est-à-dire on a 80% de notre portefeuille de réservation de mars-avril qui est là, qui est prêt, qui est dans un coin. On a envoyé les bons messages commerciaux aux clients pour les rassurer, pour leur dire qu'on ne garderait pas leur argent, qu'ils pourraient revenir à d'autres moments plus propices. Du coup, ce lien avec le client a permis de protéger ce portefeuille pour pas qu'il soit perdu. Maintenant, le danger, c'est ce portefeuille, comment il va se positionner et surtout, qu'il ne se positionne pas sur des périodes où vous allez normalement vendre cher et bien. Normalement, je dis bien, parce qu'on n'en sait rien du tout. Le pari qu'on fait, nous, c'est qu'une fois que la date de confinement sera annoncée,
ce sera pour nous la booking window, entre guillemets, donc la fenêtre de réservation, pour commencer à appeler tous ces clients pour les repositionner sur les bonnes dates. Et donc, nous, si on a vraiment un bon conseil, c'est maintenez vos stratégies de prix et de distribution. Ne bradez pas vos produits. Ce n'était pas le même contexte, mais j'ai vécu le Bataclan, donc un enfer. C'était tout simplement une horreur. On était ceux qui avions le moins dégusté, parce qu'on n'avait pas baissé nos prix. Et ce n'est pas parce qu'en baissant mes prix que je vais faire venir des clients. C'est faux. C'est complètement faux. Le prospect, il a décidé de venir dans une zone touristique. Ce n'est pas parce qu'il vous a vu, vous, en plein milieu d'une destination à moins 40%, qu'il d'un coup, il va se décider d'aller dans la Creuse ou à l'île d'Oléron. Impossible. Donc, restez stable. Évitez de faire des promotions jusqu'à la fin de la crise. Est-ce que vous pensez que les gens ils sont dans un état psychologique pour se dire « Ah, bah tiens, chouette, je sais pas, tout à l'heure, on parlait d'une fin de crise à 4 mois. Ah, bah chouette, je vais réserver mon établissement. » Ça ne sert strictement à rien. Donc, faites attention et ne dégradez surtout pas vos produits. Moi, j'ai vu… ma seule référence, c'est le Bataclan et je m'en excuse. C'est la seule référence de crise. Tous les hôtels que j'ai vus faire des promos comme des malades, oui, ils ont réussi à remplir. Pas de stress. Il leur a fallu 4 ans pour s'en remettre en termes de positionnement. Alors, je ne parle pas de la dégradation du produit, de l'usage, de la clientèle qui n'était pas la leur. Enfin bref, un certain nombre de paramètres. Si vous avez un peu de temps, faites le point de vos réservations, de toutes celles des gens qui auraient dû venir en mars et en avril. C'est moins le cas de l'HPA. L'HPA a un peu plus de chance à ce niveau-là. Comme les ouvertures de saison devaient être maintenant, il y a un peu moins de réservations. Donc, c'est plutôt protégé. C'est plus dans les hôtels qui sont ouverts à l'année. Eux, ils ont plutôt trinqué à ce niveau-là. Pensez dans l'HPA que vous, ce qui a changé, c'est juste la prise de réservation. Donc, elle va se décaler. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir être robuste. Bien évidemment, attendez la fin du confinement pour revenir vers ses clients. Et très important, surveillez votre montée en charge. Alors, vous vous souvenez, c'était le graphique là, que je vous montrais de la prise des réservations. Surveillez vos ventes. Parce que si ça va très vite, que vous soyez en capacité de réagir à essayer de sauver votre saison. Parce que vous allez perdre de l'activité, essayez de récupérer dans le gros de la saison le maximum de revenus potentiels. Et très important, proposez du flexible en ce moment. Je ne pense pas que les gens sont prêts à acheter du non annulable, non remboursable. Donc, ça, je dis ça surtout pour l'hôtellerie de plein air, où vous avez peu de conditions flexibles, c'est extrêmement sévère. Généralement, c'est 30% d'art à la réservation et 70% à J-30 avant l'arrivée. C'est très sévère. Proposez du flexible. Les gens, ils ne savent pas. S'ils ont envie d'acheter, qu'ils achètent. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils vont annuler. Mais vous allez vous donner plus d'opportunités. Il y a des questions là à ce niveau-là, justement, sur Bien sûr. j'ai un autre qui annule pour août à cause du Covid. Qu'est-ce que je fais? Je pense en matière de rembourser ou pas. Que faire avec les non annulés, non remboursables étrangers déjà pour juin, juillet? Voilà. Qu'est-ce qu'une vraie offre flexible pour un hôtel à Paris? Oui. Alors, la réservation de août, le monsieur veut annuler, c'est son droit, hein, quelque part, il est un peu angoissé. Ça dépend de vos CGV. Donc, cette réservation, si elle est non annulable, non remboursable, en août, c'est fini. Globalement, les conditions s'appliquent. Après, en définitive, vous ne voulez pas le perdre, vous ne voulez pas avoir une mauvaise réputation. Je vous invite au geste commercial en gardant finalement un bon, enfin finalement Un avoir. un avoir où en définitive, cher monsieur, revenez dans une période plus propice quand vous le souhaitez. Pour répondre à la question du vrai flexible, c'est normalement du J-3 ou du J-1. Alors, ce que je déconseille pour les hôtels saisonniers, il faut que vous vous protégiez d'une chose, c'est de la météo. Donc, du minimum J-7. J-14, J-21, c'est extrêmement sévère.
le client, il veut réserver un autre type de tarif, il y en a un autre. Mais par contre, pensez à le vendre plus cher, parce qu'il a une valeur économique, ce flexible. Et il y avait une autre question, c'était les clients étrangers. Les clients étrangers, très clairement, c'est extrêmement compliqué. Pour beaucoup, en définitive, contrairement à ce qu'on imagine, venir en France, c'est le voyage d'une vie. Je ne sais pas si vous, quand vous voyagez aux Bahamas, vous y allez tous les ans, mais généralement, c'est une fois dans votre vie. Hein. Bon, ou soit vous avez beaucoup de chance. Et du coup, c'est à votre bonne appréciation commerciale. Dans un premier temps, ce serait pour protéger vos entreprises et garder un maximum de cash, proposer du report avec loin dans un an. Et si jamais vous voyez que l'individu jamais y reviendra, ben, quand la situation ira mieux économiquement pour vous, ben, c'est à votre appréciation de chef d'entreprise. Est-ce que finalement, je veux garder cet argent parce que c'est un contrat de vente, qui est une vente, il y a une prestation, donc à lui de la consommer, ou est-ce que je m'offre cette souplesse pour éviter de me faire dézinguer sur Google, quoi. Donc, c'est un arbitrage. Il y a vos trésoreries aussi, que vous regardez tous les jours, comme tous les chefs d'entreprise. Donc, ça s'entend. Les conditions générales de vente sont là pour vous protéger. Donc, utilisez-les à votre avantage. Voilà, j'ai répondu aux 3 questions, je pense. Merci. Merci. Bon. Après ce bon bol d'anxiété, parlons de la suite potentiellement. Du coup, après la crise, j'aimais bien la métaphore de Bruno sur la mêlée. C'est bien, c'est une belle métaphore. Je vais vous en amener une autre pour compléter, c'est ça. En définitive, c'est un peu David contre Goliath pour nous. Aujourd'hui, le cœur du sujet, c'est l'intelligence économique. En gros, qui possède ce pouvoir? Les distributeurs. Il n'y a pas d'autres personnes qui ont cette vision exhaustive du comportement des clients, de quand est-ce qu'ils réservent, dans quelle proportion. Il n'y a qu'eux qui peuvent vous utiliser à ce niveau-là. Et ce n'est pas l'inverse, ça devrait être vous qui devrez les utiliser intelligemment. Ce pouvoir, c'est celui aussi un peu de la peur. Mais dis donc, tes réservations sont un peu en chute, ton copain à côté, mais il se remplit bien lui, etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est comment inverser la tendance autour de la data, pour moi il est là, et la data de l'intelligence économique. Savoir des vrais indicateurs, des vraies données. Comment, avec les différentes sociétés qui existent dans le monde du numérique, du tourisme, avec les institutionnels du tourisme et les hébergeurs, on peut allier la data pour être fort et se donner des vraies visions. Et ce qui est important, et c'est vraiment mon laïus, il ne faut pas faire le gaulois. Oui, c'est un problème. Oui, c'est dangereux, mais il faut savoir les utiliser aussi. Vous avez besoin de visibilité sur des marchés qui sont différents, que vous ne pouvez pas atteindre. Nous, ce qu'on a voulu construire à travers le revenu management de destination, donc là, je m'adresse aussi aux DMO, c'est d'être un tiers de confiance. Ce que ne peut pas être un distributeur. Aller faire confiance à un market manager dont le seul intérêt est de faire ses market share, de gagner plus de fric, et c'est légitime. Par contre, l'institutionnel de votre territoire, qui soit un office du tourisme ou une agence départementale, lui, son intérêt, c'est que l'économie se porte bien. Donc finalement, c'est comment ce tiers de confiance amène à de la vision partagée. Donc comme on sait que les cycles vont changer, les habitudes de consommation, les fenêtres de réservation, tout va être pété là. Hein. Donc on ne va plus avoir de repères pendant un an. Donc ça va être très très dur. Donc comment on se met tous ensemble autour de la data pour OK, donc il se passe ça, comment je peux en avoir une vision? Et avec ces données actualisées, c'est de faire monter en compétence l'industrie. C'est-à-dire comment, nous par exemple, tout ce que je viens de vous détailler de manière succincte, mais de manière complète, on le transfère dans les organisations institutionnelles pour qu'eux le maîtrisent et eux puissent le diffuser. On est limité, on est une petite entreprise, on ne pourra jamais parler à toutes les chambres d'eau, tous les gîtes, tous les campings, tous les hôtels. Par contre, l'institutionnel qui a le lien avec tous ces gens-là, lui, il peut diffuser ce savoir pour faire monter en compétence. Et quand une entreprise monte en compétence,
et une autre, et une autre, et une autre, et une autre, et qu'il y a de la croissance économique, bah, c'est le département qui fait. Et en gros, l'objectif, c'est de garder la richesse sur le territoire. Elle est là, la question. Elle est, et il se passe un autre truc extrêmement vertueux après, à travers la croissance de la richesse, c'est le développement durable. Parce qu'aujourd'hui, aller parler de développement durable à des entreprises qui, en définitive, sont en galère économiquement, mais non. Le premier problème des hébergeurs, c'est de trouver des collaborateurs. C'est leur premier bon sens de problème. Leur deuxième problème, c'est d'avoir du chiffre d'affaires. Si vous arrivez à résoudre ces deux problèmes, là, on pourra peut-être changer les choses. Elle est là la philosophie. Je voulais vous montrer le lancement qu'on a fait dans l'HPA avec Charente Tourisme et la FEDHPA. L'objectif, c'est d'œuvrer à la croissance du chiffre d'affaires des campings. Cette croissance du chiffre d'affaires pour qu'une économie progresse. Et une fois que cette économie progresse, c'est comment un institutionnel peut mettre en place des actions à la fois macroéconomiques et micro. C'est-à-dire comment je vais former des hébergeurs pour qu'ils gagnent plus de chiffre d'affaires, mais comment je peux mener des opérations. Donc, alors, je ne sais pas s'il y a des amis de Charente-Maritime qui m'écoutent, mais je vais les embêter un petit peu parce que j'aime bien. En définitive, comment on peut mettre en place des opérations marketing extrêmement fines, de savoir quand les gens réservent, et pas faire de la campagne d'affichage dans le métro de manière empirique, mais de savoir précisément quelle est la fenêtre de réservation et quoi leur proposer. Par exemple, moi, ce que je rêve un jour, c'est de me dire, on va faire une vente privée en Charente-Maritime, et derrière, il y aura un tirage au sort, et ceux qui gagneront, ils auront le droit à des passes pour le Fort Boyard. Voilà, par exemple. Ça, c'est génial. Et ça, un distributeur, il ne peut pas le faire. Parce qu'il ne connaît pas le territoire, il ne connaît pas toutes les activités et tous les biens, et y avoir accès. Voilà le genre de package concret qu'on pourrait faire pour générer du volume. Et là, pour le coup, amener du business et augmenter donc cette attractivité du territoire. Et il y a une deuxième boucle, c'est bien évidemment l'amélioration des compétences et des offres. Parce que quand je progresse en chiffre d'affaires, je me rénove, j'investis, je m'équipe technologiquement, et il se passe d'autres choses qui dépassent le thème du revenu management. L'idée fondatrice, c'est une alliance. C'est une alliance entre le public et le privé, un développement durable de l'économie pour les institutions du tourisme, à travers ce positionnement qui est l'ingénierie, ce que recherchent aujourd'hui beaucoup d'hôteliers et de campings quand ils adhèrent à des chaînes. Finalement, c'est quoi l'intérêt d'adhérer à une chaîne? C'est d'accéder à de l'ingénierie. C'est comment je peux avoir accès à un channel manager moins cher, comment on peut m'aider à le paramétrer, comment je peux avoir accès à des GDS, etc., etc., etc. C'est ça l'intérêt d'adhérer à une chaîne. Ça coûte cher. Ça coûte très, très cher. C'est utile, mais ça coûte très cher. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les institutions du tourisme peuvent incarner ce tiers de confiance et de fournir cette ingénierie aux professionnels et créer un lien très fort. C'est ce qui se passe dans les territoires dans lesquels on est déployé. L'objectif étant, bien sûr, de distribuer des nuitées. Il faut être concret. Alors, comment on y réfléchit? En générant de l'offre, que ça atterrisse sur le site en direct ou que ça passe par le canal institutionnel, peu importe. Ce qui compte, c'est que ça vienne dans le pipe direct. Le jeu du jeu. Pourquoi on a du mal à vendre? Ce n'est pas un problème technologique ou de visibilité, c'est un problème de stock et de tarifs. Ni plus, ni moins. La montée en puissance des hébergeurs pour alimenter finalement un observatoire économique, de gagner en prospective, de savoir qu'est-ce qui se passe sur mon territoire, pas attendre les études, les enquêtes de satisfaction ou les études de l'INSEE avec 3 mois de retard, mais de savoir vraiment qu'est-ce qui se passe dans le business et de stimuler le tourisme avec un plan d'action. Voilà. Je voulais vous montrer une typologie, 2 illustrations et je pense que j'aurai bientôt fini. Je me dépêche. Voilà le type d'analyse qu'on peut se donner en macro. Donc là, c'était une étude de restitution qu'on avait fait pour les campings l'année dernière. Dire quels sont les foyers émetteurs de réservation, comment ils avaient progressé. Alors, c'était très rigolo. Vous voyez, le premier département qui fournit de la nuitée en Charente-Maritime, dans notre panel, c'est Nantes. C'est la Loire-Atlantique. Le deuxième, alors ça, j'ai du mal à comprendre. Bon, on a beau aimer son territoire, j'avoue que j'ai du mal à m'imaginer de La Rochelle et passer mes vacances sur l'île de Ré, mais bon, ça, c'est pas grave, hein, c'est conceptuel. Donc ça, c'est un très gros marché. Les gens, nos amis du Nord qui viennent,
La Gironde, mais vous voyez, c'est que des marchés de proximité aussi, hein. Donc, extrêmement météo-sensibles. Donc, quand il flotte, ben, c'est dur. Et la Seine-Maritime aussi qui vient beaucoup chez nous en vacances. Mais plus loin, c'est de savoir quand est-ce qu'ils réservent ces gens-là, en moyenne. Du coup, si je fais des actions marketing ciblées sur le département du Nord et de la Seine-Maritime, ben, je sais les fenêtres de réservation moyenne. Et en gros, de faire une promotion à J-15 sur ces marchés-là, ça ne sert à rien. Et que si je dois faire des promotions à J-30, ben, en définitive, c'est sur ces marchés-là. Et je terminerai par ça, c'est d'analyser comment se remplit la destination. Comment elle se remplit? Comment se remplissent les campings, les hôtels, les chambres d'hôtes, les gîtes sur les territoires? Et dire quel est le bon time to market pour balancer de la campagne promotionnelle, de l'augmentation de tarifs, comment je cible mes clients pour qu'ils réservent en direct. C'est cette connaissance-là qui amène cette possibilité. Et je terminerai par ça. Bah voilà, en gros, aujourd'hui, c'est grâce à des partenaires nombreux que finalement, c'est un projet collectif qui fait bouger les lignes. Voilà, le but, c'est d'essayer de changer les choses. Donc voilà, merci pour votre attention. J'ai fini. Merci Bruno. Est-ce que j'ai été très long? Putain, j'étais super long. Non, Jean, mais c'est pas long parce que c'est passionnant et qu'on se rend compte, et j'espère que toutes celles et ceux qui participent à cette conférence, à ce webinaire, ont apprécié d'abord et on te remercie ton expertise, parce que Merci. c'est vraiment une expertise. On voit bien que la tarification, c'est vraiment une science à part entière, et particulièrement dans cette période post-Covid, mais aussi particulièrement dans une industrie comme la nôtre, le tourisme, qui est ultra dominé par le digital et où donc les choses changent très vite, changent tous les jours. Donc la tarification, avoir une tarification agile, pouvoir donner de l'information aux clients avec le bon prix, le juste prix, hein, comme on disait à l'époque sur TF1, et donc faire en sorte que le client qui a l'habitude de comparer trouve chez les prestataires le bon prix et donc convertisse mieux, achète. Ça, c'est une vraie science et je pense que tu l'as démontré avec beaucoup de talent, beaucoup de brio. Et je tiens à souligner aussi que beaucoup de territoires, et je salue nos amis de la Charente-Maritime, t'ont fait confiance dès le début. Donc, ont pris conscience, et j'en parlais hier dans le webinaire sur les DMO, ont pris conscience de l'intérêt de pouvoir apporter chez leurs professionnels de cette expertise comme la tienne ou d'autres expertises. Donc, on voit bien que les DMO mutent dans leur métier, dans leur approche du rapport aux professionnels. Donc, je félicite nos amis des Charentes-Maritimes et d'autres territoires qui font appel à ton expertise pour apporter cette expertise au plus près des professionnels. C'est vrai que ce n'est pas un webinaire de 45 minutes qui a vocation à tout transformer, mais ça doit permettre d'éveiller les consciences. Probablement qu'on fera appel à toi sur des choses très, très détaillées parce qu'on a beaucoup de demandes d'intervenants nous disant, de participants, on aimerait bien rentrer sur un focus, faire un truc un peu particulier, Bien sûr. prendre le b.a.-ba. Donc, Jean est d'accord, nous, on est d'accord. Donc, on retient l'idée de pouvoir organiser un webinaire vraiment sur le b.a.-ba, partir du bon pied, faire l'échauffement avec vous. Et je vais laisser la parole à Frédéric qui a relevé beaucoup, beaucoup de questions. Et donc, on est encore avec toi un petit peu. Voilà, D'accord. donc, je crois, alors pardon, en général, à ce stade-là, nous avons… Non, c'est bon, Frédéric, vas-y, à toi. C'est à toi, pardon. Oui, non, juste, je les ai posées au fur et à mesure. Il y a des questions qui se posent. Est-ce que ça peut aussi avoir la même analyse pour les restaurants, par exemple? Est-ce qu'on peut faire un travail de ce type-là? Et par extension aussi, est-ce qu'on peut faire un travail de ce type-là pour les activités? Est-ce que tu as déjà réfléchi, travaillé sur ces deux? Alors, pour la restauration, oui. C'est une vraie réflexion et c'est mon amour premier parce qu'à la base, je viens d'un lycée hôtelier, j'ai été restaurateur avant de partir dans ce métier qui est du revenu management. C'est complètement possible, hein, sauf que dans la restauration, c'est, comment dire ça? La difficulté, c'est qu'il y a énormément de paramètres exogènes qui peuvent bousculer l'activité d'un restaurant. La météo étant extrêmement important, la concentration de concurrents est très, très importante aussi.
Les clés de segmentation des restaurants sont très, très nombreuses, entre un restaurant indien, un restaurant traditionnel, français, gastronomique, un étoilé Michelin, etc. etc. Donc, c'est la diversité des offres. Moi, je pense que la restauration a un immense avenir à aller dans cette démarche, ou en tout cas cette démarche macroéconomique, parce qu'aujourd'hui, aucun restaurant n'est en capacité finalement de se dire ça va être quoi mon activité dans 3 semaines. Pourtant, sur le stock, sur le personnel, pour gérer son planning, Dieu sait que c'est important, des fois, d'être frustrant, de se doter de 6 serveurs et d'avoir 3 clients, et d'avoir 2 serveurs et de se faire exploser et d'avoir 150 clients dans son restaurant. Donc oui, la prospective est extrêmement importante. Je ne l'ai encore jamais construite. C'est un rêve. Ça viendra peut-être un jour. Donc, s'il y en a qui veulent faire laboratoire, avec très grand plaisir pour y mettre les mains. Donc, ça me plairait beaucoup. Pour les activités, c'est pareil, bien évidemment, c'est possible. Dans une mesure où il y a une capacité. Il y a une capacité qui est contrainte par le nombre de clients que je peux absorber. Mais tout est dans la finesse statistique. En gros, pour pouvoir entrer dans le revenu management, par exemple, dans le cadre des activités, donc imaginons que je sois, je sais pas, je fasse des activités de char à voile, imaginons. C'est ce truc qui me vient à l'esprit, pardonnez-moi, c'est la Charente-Maritime qui fait ça. Du coup, vous savez que vous avez 20 chars, que du coup, vous savez à peu près quand est-ce que vos clients viennent, ne viennent pas. Ben, en mettant moins cher sur des périodes où vous avez personne, est-ce que vous n'allez pas vous donner un bol d'oxygène pour distribuer? Peut-être. Et au contraire, quand vous avez plein de monde, que ça déborde, bah ouais, vous pouvez augmenter vos prix. C'est comment le mettre en place et comment le commercialiser avec le bon outil en ligne. Ça c'est plus compliqué. On en connaît, on pourra en parler. Ouais. Ouais, c'est ce que je me disais. Je disais qu'il y avait cette spécificité. Je te laisse la main du coup. Non, mais ça, on en parlera, on fera l'objet d'un webinaire sur justement quelles sont les bonnes méthodes pour les opérateurs du loisir et profiter aussi de ces opportunités. Donc voilà, donc je ne voulais pas gâcher ton intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Il y a d'autres questions sur la notion d'assurance annulation. Alors peut-être préciser que l'assurance annulation, elle couvre la personne qui est malade. Elle ne va pas couvrir quelqu'un qui annule parce que y a un souci de Covid lié aux restrictions. Voilà, Oui, bien ça aujourd'hui, les clauses des assurances pour les voyageurs en particulier, il y a malheureusement 2 niveaux que découvrent les voyageurs. Il y a les 10 ou 15 items de couverture de l'assurance au niveau de l'annulation. Et puis dans le contrat, il y a une page où il y a ce qu'on appelle la liste exhaustive. Et donc, effectivement, pour à peu près 98% des assureurs de la planète, le risque d'infection et de pandémie est un risque qui figure dans la page de la liste exhaustive. Et évidemment, dans 98% des cas, l'assurance annulation ne fonctionne pas à partir du moment où une pandémie est déclarée. Donc, en l'occurrence, officiellement, dans le pays, à l'échelle planétaire, la pandémie est déclarée depuis le 14 mars. D'où le fait que tous les OTA déclenchent leur procédure d'annulation et de remboursement à compter de la date du 14 mars pour les prises de réservation. Par rapport aux conditions d'acompte et annulation post-corona, est-ce que tu as des préconisations particulières? Tout va se jouer sur le report. En gros, l'après-co, c'est de bien faire le point. Alors, le mieux, c'est de se faire un listing sur Excel de toutes vos réservations qui sont protégées par les acomptes et autres, de bien identifier les interlocuteurs, de mesurer ce poids économique, de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de 1 000 euros? Est-ce qu'on parle de 50 000 euros? Il faut se poser cette question économique. Parce que si c'est 1 000 euros, il n'y a pas de débat. Et en gros, c'est de savoir ces réservations annulées, c'était quand? C'était à quel prix? Et comment je peux les repositionner dans le temps? Par exemple, je fais le pari avec quelques hôtels qu'on pourra potentiellement réouvrir le 8 mai, donc je suis extrêmement optimiste, excusez-moi. Et quand il y aura enfin cette date d'annonce de fin de confinement, je vais essayer de positionner un maximum
de ses clients de mars-avril en report sur début mai, enfin sur fin mai, début juin, pour me réoxygéner en portefeuille de tout ce qu'on a perdu. Donc, faites bien le point de toutes ces réservations-là. De quoi on parle, d'où ils viennent et comment vous pouvez les positionner intelligemment pour éviter de perdre trop d'argent. Okay, pour finir, est-ce que tu connais un MOOC en français ou en anglais sur le revenu management? Peut-être tu vas en créer un. Peut-être. Certainement. Peut-être j'en crée un, ouais. Non, malheureusement, j'en ai pas à ma connaissance. Cette compétence métier, il y a des méthodologies, il y a des méthodologies, mais c'est une énorme somme d'expérience. C'est beaucoup d'essais-erreurs. Et comme disait Bruno sur le sport, faut commencer à courir un peu. On tombe quelques fois, on fait quelques erreurs et on s'améliore. Et plus on a une rigueur statistique, plus c'est facile. Mais oui, c'est une question pour le MOOC. Merci beaucoup. C'était un début. Merci Jean, c'est un début. Continuons le combat, comme il disait à l'époque. Donc, c'est quelque chose sur lequel on viendra, on approfondira. Vous verrez, on va évoluer, on va faire évoluer aussi les webinaires pour les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, pour vous rentrer plus dans un format plus restreint, plus tuto pour ceux qui veulent approfondir, donc avec des exemples concrets qui permettront de resserrer sur des fonctionnalités ou des focales. Comme tous les jours à cette heure-ci, à ce moment-là, on a un moment de salutation, de reconnaissance à l'égard de tous les soignants, toutes les forces de l'ordre et toutes celles et ceux qui sont au travail et qui font en sorte que le pays tienne debout et qu'on soit tous prêts à rebondir. Donc, on va les applaudir, si vous le voulez bien, comme chaque jour. Voilà, une pensée particulière. Alors, pour faire une annonce importante pour celles et ceux qui veulent donner suite, on a eu énormément de messages de soutien sur le webinaire d'hier, sur en quoi les DMO peuvent vous aider à rebondir dans cette phase post-crise. Alors, vous pouvez prendre votre téléphone mobile, ouvrir votre appareil photo, scanner ce QR code et vous allez pouvoir faire part de vos meilleures idées. Alors, si vous êtes un DMO, vous êtes les bienvenus, au contraire, et on souhaite que les DMO, que les hébergeurs, les pros du loisir nous disent, voilà, moi j'aimerais bien que ce genre d'idées se mettent en place, ce genre d'action promotionnelle, ce genre d'action de communication. On a parlé hier, par exemple, des journées portes ouvertes organisées dans les territoires pour faire venir la clientèle locale, découvrir vos établissements à l'occasion de ces reprises. On évoque, nous aussi, des offres en disant, mais les maisons d'hôtes, les hôtels, ayez des offres nouvelles pour privatiser votre établissement, pour que des familles entières, des copains entières, des associations se retrouvent chez vous en toute sécurité pour faire fêter ça dans des retrouvailles extraordinaires. Donc, il y a plein d'idées qui ont germé, plein d'idées qui sont revenues. L'idée, c'est de pouvoir recenser toutes ces bonnes idées, de vous les retranscrire en toute transparence au fil de l'eau et de vous demander de désigner les meilleures idées, le top 10 ou le top 15. Après, chaque territoire, chaque groupement pourra les reprendre à son compte, les adapter, les mettre en place avec ses professionnels. Et il y a 3 règles. On vous demande simplement de saisir 3 paragraphes. C'est quoi la problématique? Alors, au-delà du post-Covid, il y a peut-être une problématique globale. C'est quoi la problématique? C'est quoi la solution? Et en quoi vous considérez qu'elle est réaliste à mettre en place dans un délai très court? Puisque le but du jeu, c'est effectivement d'arriver à mettre en place ces idées dans un délai très court. Donc, vous prenez votre téléphone, vous retrouverez le lien sur notre blog, mais vous pouvez directement avec votre téléphone, comme ça, scanner le code. Je vous laisse encore un petit peu de temps et répondre, suggérer vos idées. N'ayez pas peur de suggérer même des idées qui vous semblent trop simplistes parce que vous savez, on fait du commerce. Donc, dans le commerce, c'est souvent les idées les plus simples qui fonctionnent le mieux. Et j'ai envie de dire, les idées qui vont le mieux marcher seront celles qui vont partir de la problématique du voyageur que vous êtes, que je suis, que nous sommes. Et le voyageur, dans l'ère post-Covid, il veut pas emmener ses enfants, sa femme, ses parents, ses copains.
il ne veut pas les amener d'abord dans des endroits trop loin, il ne veut pas les sortir de France, il veut les amener dans des endroits qui sont safe, où la sécurité sanitaire est garantie. J'insiste là-dessus, tous les sondages qui sont faits ces jours-ci, y compris par les gros portails comme Airbnb, le confirment, l'esprit tranquille, venir l'esprit tranquille quelque part. Ça va être la baseline, le slogan qui va être certainement le plus important. Et donc tout ça, c'est à vous de pouvoir le professer, le proférer, le distribuer. Et faites-nous part de vos idées, on va les partager avec la France entière et puis tous nos amis de Wallonie, du Québec ou d'ailleurs qui sont très, très actifs sur ces webinaires et sur ces suggestions. Donc merci à toutes et à tous. Et surtout, j'invite les DMO. On publiera les noms des DMO, des territoires qui ont donné ces idées. On les soumettra au vote. Le but, ce n'est pas de faire un concours, on appelait ça un concours, mais en réalité, il faut vraiment faire transpirer nos cellules cérébrales, neuronales, et il faut qu'on soit très très bon parce que ce n'est pas qu'un enjeu commercial. J'insiste là-dessus. L'enjeu, il est aussi que dans 6 semaines ou dans 4 semaines, il va y avoir des millions de Français qui vont sortir traumatisés, rincés de cette période de confinement. Et ils vont avoir un besoin quasiment vital de partir, de s'aérer et d'aller dans des lieux où la sécurité est garantie. Vous avez des opportunités incroyables de vous réinventer pendant cette période, de continuer dans cette foulée-là. Et vous, les professionnels, en premier lieu les professionnels, vous avez une capacité à rebondir qui est extraordinaire. On est tous des entrepreneurs. On sait très bien que si on n'a pas cette capacité-là, on ne serait pas entrepreneur. Si on n'avait pas le courage d'affronter l'adversité, on ne serait pas entrepreneur. Donc, vous avez cette capacité. J'espère que tout ce qu'on vous donne pendant ces webinaires avec des experts comme Jean et d'autres vous apporte des faisceaux de lumière, des faisceaux d'idées, des faisceaux de clés. Et on compte beaucoup sur nos amis des DMO pour apporter et partager ces idées dans les jours qui viennent. Questions-réponses, on les a faites. SVP, on l'a vu. Merci Jean, c'était précieux et on espère te retrouver très vite dans un de nos webinaires. On transmettra les coordonnées de RMD Technologies, évidemment, à tous les participants à ce webinaire. Nos prochaines sessions de travail, lundi, Jean-Jérôme Danton reviendra pour vous expliquer de A à Z comment organiser une campagne Facebook pour la reprise de votre activité, puis aussi en période d'activité normale. Laurent Perron de l'agence Plune, qui travaille beaucoup avec les campings, beaucoup avec les hôtels et maisons d'hôtes, viendra nous expliquer comment mieux gérer votre publicité locale puisqu'on sait très bien que la reprise va se faire sur le marché local et le marché hyper local, donc la publicité locale à travers Google My Business, à travers tout un tas de réseaux et notamment vos DMO, ça va devenir essentiel, ça va devenir important. Comment l'organiser, comment la structurer, comment calculer le retour sur investissement. Mercredi, donc, on parlera de comment préparer votre plan de com, notamment sur Instagram. Et puis, on a 2-3 autres intervenants qui vont arriver sur des sujets très, très intéressants aussi que je vous invite à découvrir. Alors, désolé si on ne vous envoie pas un programme avec nos intervenants sur les 15 jours qui viennent, mais beaucoup d'intervenants sont aussi bouleversés dans leur emploi du temps. On organise ça au fil de l'eau pour essayer de vous délivrer le meilleur service, la meilleure information possible. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous suivre. Merci encore du fond du cœur pour tous les messages de remerciement que vous nous envoyez. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Toute l'équipe d'Eloa y est sensible. Et ce n'est pas que Frédéric et moi qui faisons ça. Si on peut se permettre aujourd'hui de passer des heures à présenter ces webinaires, à préparer ces webinaires, c'est parce qu'il y a derrière nous toute une équipe de 30 personnes qui assure le quotidien d'Eloa, au support, à la relation avec les professionnels que vous êtes, à la compta, au service client. Donc, moi, j'en profite pour délivrer un message vraiment de remerciement à tout mon staff qui est surmobilisé. 100% de l'équipe est en télétravail et on fait ça pour vous, on fait ça pour le tourisme français dans les zones francophones et partout où nous travaillons. Vous voyez, récemment, on s'est surpris à avoir un client qui a ouvert un compte Eloa sur l'île de Pâques. Donc, l'île de Pâques, c'est Pâques, c'est la résurrection, c'est le passage, c'est le changement, c'est le printemps. J'espère que ce printemps va vous profiter à vous. Merci à toutes et à tous et passez un excellent week-end. On va tous essayer de se reposer pour revenir très en forme lundi. Merci et bon courage à toutes et à tous. Merci beaucoup. Au revoir.